voudrais commencer en parlant préhistoire depuis des lectures récentes, mais attention, bien sûr, c'est pas en tant que François Bon préhistorien. Moi, mon domaine, souvent, je vous ai montré ces deux livres que m'avait offert mon vieux prof fin des années 70, un gars à Fontenay-le-Comte qui s'appelait Jean Odo et qui a été le premier à me mettre sur les exercices du rêve ou les exercices de rêve. Et puis vous vous apercevez que presque un demi-siècle plus tard, vous continuez toujours à apprendre. Alors, premier volet, cette question de la préhistoire, c'est plus quelqu'un de Liège, Marcel Hoth, qui travaille sur l'idée suivante. Les primates et la plupart des animaux, il leur faut peu de sommeil. Un cheval, il lui faut 2 heures de sommeil sur 24 heures. On en a vu, les jambes raides, la tête qui tombe un peu. Mais justement, les animaux sont dotés de cette faculté. Si on dort, on bloque les articulations. Les grands primates dorment dans les arbres. Mais les bipèdes, qui sont chassés des arbres, ces espèces d'êtres un peu faibles qui vont développer la couleur pour reconnaître les charognes, parce que les charognes ça bouge pas, c'est pas un prédateur qui fonce parce qu'il a vu un mouvement. Non, il faut aller humer et puis voir ce qui n'est pas végétal, même si longtemps la nourriture sera à 70% végétale chez Néandertal et même plus récemment Sapiens. Donc on développe une perception des couleurs, et puis petit à petit, la bipédie. Et puis vous savez, on a ces traces quelque part en Éthiopie qui sont fascinantes parce que le genou n'est pas guidé dans l'articulation. Donc on dirait des traces d'un homme ivre. Non, c'est que plus tard, simplement, à mesure qu'on gagne en bipédie, qu'on se redresse, que la posture dorsale, la nuque, même pourquoi ils arrivent à travailler sur des fragments de crâne, tout ça s'établit, mais on n'a plus le blocage des articulations. Donc le sommeil devient une entreprise sociale. On dort là où on est, c'est-à-dire que le sommeil doit se protéger des prédateurs, peut-être même instituer des rôles de veille, se resserrer en bande. Bon, tout ça, c'est des conjectures, et bon, je ne veux pas entrer là-dedans, mais j'ai jamais pensé en quoi ça pouvait remonter à ce tout début de l'humanité, à ce début de la bipédie, que la question du sommeil pouvait se transformer, c'est-à-dire cette réminiscence dans les premières phases de sommeil. On repasse ces images qui ont été traversées dans le moment diurne. Et c'est là, parce que ces scènes se rejouent mentalement, qu'on les appréhende de façon prédictive. Et puis que petit à petit, ce qui se passe dans la reconstruction mentale du sommeil, ce qu'on peut appeler ensuite conscience du rêve, devient un dédoublement du jour. Quand vous êtes dans le jour, vous accomplissez ce que vous avez rêvé la nuit précédente, ou bien vous êtes en train de préparer ce qui trouvera sa vérité par la réminiscence la nuit suivante. Alors tout d'un coup, le sommeil vous apparaît comme quelque chose à l'intérieur de vous de beaucoup plus ancien. Le sommeil se construit dans sa complexité, ses réminiscences, ses anticipations, l'action ou l'interaction que vous pouvez avoir avec les images dans le sommeil, ce qu'on nomme rêve, comme quelque chose de
tellement plus ancien que ces traces fossiles qu'on a dans le cerveau. C'est comme les petits enfants, quand vous passez le doigt dans la plante des pieds, qui ont encore le pied préhensile, quasiment jusqu'à 18 mois. C'est étrange, ces traces fossiles. Il y a 4 millions d'années qu'on n'a plus besoin d'avoir le pied préhensile pour s'accrocher aux branches. Ça rendrait service des fois. Vous savez, ces expériences qui sont, on vous passe 50 images secondes, vous distinguez que du gris, puisque le cerveau, lui, il tourne avec quelque chose, un tampon de l'ordre de 14 images secondes, et puis on vous met une image de tigre à dents de sabre, espèce disparue depuis 3 millions d'années au milieu des diapositives, et puis là, vous saurez appuyer sur un bouton, c'est compliqué. Moi, je voulais parler d'un autre événement. Alors, c'est lié au fait, là, on arrive au mois de mai, et c'est quelque chose qui a commencé le 14 mars, il y a 1 an. Donc, bientôt, il y a 14 mois. Tout d'un coup, se retrouver dans ce qu'on a appelé confinement. Pour ma part, c'était encore peut-être pas accentué, mais une sorte de révélation depuis quelque chose qui préexistait, puisque ça faisait à l'époque déjà plus d'1 an que j'avais quitté les tâches que j'avais dans une école d'art, en tout cas aussi parce que le web devient ma maison. C'est ça qui est important là, dans ce que je voudrais essayer de démêler, pas révéler, pas informer, juste questionner. Donc le confinement matérialisait subjectivement une situation qui était déjà en gros la mienne. Couvre-feu, moi l'organisation du soir, elle est là. Je ne vais pas au bistrot, je ne vais pas au théâtre, je ne vais pas au cinéma. Découvrir les villes, oui, ça c'est les marches nocturnes, mais justement on est privé de quoi? On est peut-être privé des villes avant. Donc on vit beaucoup plus dans ces réminiscences. Jérusalem manque, encore plus cruellement ces jours-ci. New York manque. Chicago manque. Rome, Venise, Prague, Berlin. La ville manque. Et il y avait toujours se dire, bon, on peut y aller, la semaine prochaine on peut partir, puis tout d'un coup non. Donc la réminiscence prend un statut différent, et je pense que c'est d'avoir vécu dans ce statut différent de la réminiscence qui a pu peut-être entraîner un rapport différent au sommeil. Alors, couvre-feu, pas couvre-feu, moi souvent le soir c'est justement les heures que je prends là pour le montage vidéo, préparer ce qui sera en ligne le lendemain. Quand c'est l'écriture, la traduction, ça c'est les heures du matin. Mais ensuite, c'est un temps qui pour moi est sacralisé pour la lecture. En tout cas, qui doit être sacralisé. Pendant les confinements, justement, j'ai eu le réflexe, on filtre, on ne peut pas laisser tout venir, sinon ça vous étouffe. Donc on filtre les sources d'informations pour qu'elles soient fiables, pour qu'on puisse rester un être qui raisonne, se laisse pas embarquer là, aux premières réactions dans un sens, et puis le même besoin de réaction t'emmène ensuite dans l'autre sens. C'est ça notre condition d'homme. Puis soudain on se découvre tellement plus petit, tellement plus faible, oui, plus faible ou fragile. Pourquoi? Parce qu'on est confronté de façon beaucoup plus matérielle, plus dense, à l'idée d'une fin de l'espèce. C'est pour ça que ces questions de lecture de la préhistoire ou du remplacement de Néandertal par Sapiens peuvent prendre une énorme complexité. C'est pour ça que je le remercie, François Bon, préhistorien, même si moi je vous parle de François Bon qui rêve. Alors, dans ces heures du soir, évidemment, le soir on peut prendre un livre et le lire, mais lire un livre avant de s'endormir suppose une lampe, et puis suppose la tenue physique du livre sur soi-même,
ben, je commence à m'en déshabituer. Alors je garde le rapport au livre imprimé, le livre qui pèse, le livre qui a besoin de lampe. Et la symbolique d'éteindre la lampe, certainement, compte dans cette pratique de la lecture. Il y a un très beau livre de Léon-Paul Fargue sur les lampes. Et ces phénomènes, pour moi, sont anciens et sont indépendants aussi de la lampe. Bon, très souvent, en particulier les premiers temps où j'ai commencé, mais bientôt 30 ans, ma lecture de Saint-Simon. Il m'a fallu un peu plus de 2 ans pour cette première traversée de Saint-Simon. Et la phrase est tellement étrange, hypnotique, que le temps de démêler la phrase, c'est-à-dire que la résistance grammaticale de la phrase, c'est ce qui vous met en activité pour voir à travers les êtres, leur visage, leur corps, le pouvoir, sentir les odeurs s'il faut, tout ce qu'il y a de magique chez Saint-Simon, qui passe par cette triangulation des verbes qui est si perturbante grammaticalement. Et souvent, donc je commençais à lire Saint-Simon, et puis, ou même, hey, tu dors. C'est pas la question de dormir, c'est que ça m'arrivait aussi des fois dans des concerts, les concerts avec de l'abstraction. Bach. Vous écoutez Bach, puis tout d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je dors? Non, c'est juste quelques secondes, peut-être maximum quelques minutes, mais cette force de réminiscence, de convocation mentale remplace l'autre activité. C'est là où le sommeil seul dispose des outils. Donc dans Saint-Simon, j'avais ce côté un petit peu d'hypnose, se réveiller, reprendre, et là tu reprends la lecture. Tu t'es absenté 2 ou 3 minutes, mais dans cette absence, ce que tu as repoussé, c'est l'ordinaire. Donc ces phénomènes-là, pour moi, précèdent l'électronique. Simplement, le soir, alors dans cette période de confinement, j'apportais souvent l'iPad. C'est pas, tu vas pas t'amuser à faire du réseau ou des machins comme ça. C'est simplement que aller plus loin dans ces compréhensions d'articles, ou prendre des articles plus scientifiques, ou prendre, aller retravailler ou repartir dans cette réminiscence des villes avec des mots plus précis. Bon, l'iPad, c'est compliqué parce que c'est plus agressif en lumière. Et il m'est arrivé, oui, tout d'un coup, boum, le truc te tombe sur la figure. Oh, tu dormais. Alors, souvent, il y a ce moment de lecture avec lampe, avoir un livre pour le soir. Vous savez, comme c'est important. Flaubert qui disait ça. Tu veux écrire, il y a au moins quelque chose qui est obligatoire, c'est 45 minutes par jour. Oh, il y en a qui disent que c'est pareil pour la gymnastique ou la course à pied et tout ça. Moi, la course à pied. Mais la course à pied mentale, oui, c'est 45 minutes dans un livre. Et c'est un exercice, ça se cultive. Laisser s'éloigner la lecture dense. Il va falloir se réathlétiser, comme disent ceux de la course à pied, pour la rattraper. Par contre, il y a ces petits appareils-là. Donc ça, on est sur le papier électronique. Vous savez, c'est une petite couche extrêmement fine, qui est souple d'ailleurs, on pourrait le chiffonner, tout ça. C'est juste pour la commodité, la rigidité. Enfin, on lui donne la taille d'un livre, et puis on le recouvre de quelque chose de rigide, mais la surface active, elle, c'est extrêmement mince, et c'est des tout petites billes noires ou blanches qui, dans le champ électrique, avec telle résolution, vont se placer sur le haut de l'épaisseur. Et à ce moment-là, elles vont dessiner un espace noir. Qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai relu du Maupassant, j'ai relu du Chateaubriand. Je lis un Stephen King, From a Barricade novel. Je lis Entire Chinatown de Charles Vu, je sais pas, enfin en tout cas du français, de l'anglais, mais en tout cas il y a toujours ce rapport à, il y a Montaigne aussi, prendre un petit peu de Montaigne comme ça le soir. Alors ça, c'est beaucoup plus léger que l'iPad, c'est pas du tout agressif. C'est là juste où je voulais en arriver. C'est seulement depuis 1 an, ça m'était jamais arrivé avant. Il y a une reprise de soi, soit une reprise du côté de la conscience, mais simplement la conscience que on s'est
éloigné dans le sommeil et que le sommeil s'est installé, ou bien une reprise de conscience qui vous dit simplement « je suis en train de rêver et voilà quel était le rêve que j'ai suivi ». Donc c'est deux mouvements de reprise contre ces toutes premières minutes d'endormissement dont je parlais pour Saint-Simon, ou les premières minutes du concert quand s'installe la musique de Bach, mais si longtemps aussi que pas aller à un concert. Et puis se dire que j'étais dans une pleine conscience du monde, mais que cette conscience du monde passait par ce dispositif. C'est-à-dire que j'étais en train de lire sur le Kindle ou sur l'iPad, et ce que je lisais, dans tout cet espace-temps, j'étais déjà dans le sommeil. C'est-à-dire que l'iPad est en veille depuis longtemps, le Kindle s'est mis en veille tout seul aussi, et que moi, je continuais, dans mon sommeil, de tenir mon dispositif de lecture et d'en parcourir les textes. Ou bien je tenais le dispositif de vue, qui est l'iPad avant d'être un dispositif de lecture, et que je continuais de voir les villes, les expériences scientifiques, alors que l'appareil était en veille depuis longtemps. Et maintenant que le dehors se rouvre, c'est ça que je voudrais arriver à comprendre. Un phénomène intérieur au sommeil qui est que, par la présence du dispositif, la persistance de l'outil à lire, il te semble que tu continues un texte, que tu découvres un texte, alors même que lui s'est éteint depuis longtemps. Et que toi, dans le sommeil, tu as avancé dans ce texte que dans la veille, tu ne retrouveras jamais. Est-ce que c'est un texte à toi? Non. Est-ce que tu le retrouveras par ton écriture? Non. Est-ce qu'à travailler sur cette idée du... Est-ce que c'est un rêve? Ou est-ce que c'est simplement que dans cette part immédiate du sommeil, il y a cette réminiscence de ce que tu as lu et de comment pour toi la grammaire même de la lecture est importante? Peut-être ce serait la meilleure piste. Et puis peut-être l'ambivalence du dispositif, c'est-à-dire qu'il peut être lire un livre sur le format numérique et puis que tu continues de lire ce qu'il te semble un texte qui n'existe pas, et pourtant il te semble avoir un souvenir extrêmement précis de ce texte. Là, ça fait des semaines que je travaille sur comment reconstituer mentalement ce que je voyais dans le sommeil d'un texte qui n'advenait que par mon sommeil. C'est-à-dire, tu lis, même si c'est Stephen King, tu lis et tu t'arrêtes à ce moment-là, l'appareil s'arrête, le sommeil remplace ta veille de lecteur, et puis, dans un écart de temps que je ne peux pas quantifier, peut-être c'est quelques secondes, peut-être c'est quelques minutes, tu as la conscience que tu t'es endormi, et dans cette conscience que tu t'es endormi, tu sais ce que tu étais en train de lire, même si c'était du Stephen King, et même si ce fragment de Stephen King, tu ne peux pas en avoir connaissance. Ton mental l'a écrit lui-même, puisque ta lecture s'était arrêtée là. Et si c'est le dispositif optique de l'iPad, ce que tu regardais d'une vidéo, parce que tu peux même regarder, si c'est des fragments de vieux films, par exemple, tu regardes des fragments de films de 1910 ou de 1930, tu peux les regarder en muet, et tu peux entrer dans... Prends L'homme à la caméra de Dziga Vertov, tu peux très bien voir ça sur YouTube ou Robert Flaherty. Tu peux reprendre ça et les regarder en muet, simplement pour suivre, ou bien, tiens, Jean Epstein, pour retrouver cette abstraction de l'image. Cette abstraction de l'image, elle est forte comme une lecture, mais c'est aussi reparcourir l'actualité de telle ville,
tel endroit où tu es passé il y a plusieurs années. Et puis ça, est-ce que quand tu lis Le Monde, je ne parle pas du journal Le Monde, je parle c'est pas des choses à lire le soir, mais quand tu lis, quand tu veux aller retrouver tel point, à telle frontière, tel lieu où tu t'es rendu, il s'y est passé quoi aujourd'hui, et puis que tu refabriques cet espace-monde à partir d'un point extrêmement précis. Et idem, quand tu reprends conscience du sommeil qui s'est fait, l'appareil s'est arrêté là, et toi tu as vécu ce point, très loin, mais dans un temps extrêmement précis, dans une période où il n'y avait que le sommeil à pouvoir la construire. Et ça aussi, en ce moment, j'ai l'impression que simplement le confinement a révélé cette sorte de possibilité mentale, mis en avant cette question du dispositif, justement parce que le jour s'est vidé, les déplacements se sont vidés, les contacts se sont évidés, et que dans ce remplacement, l'activité mentale qui est de percevoir loin ou de percevoir des textes que le mental seul a écrits, tu peux entrer et y cheminer, les faire apparaître et les retrouver. Voilà, il me semblait important, dans ce journal que je tiens maintenant depuis bien des années, grâce à l'outil vidéo, de faire état d'un fonctionnement du sommeil et du rêve qui peut avoir un surgissement extrêmement ancien et qui me fait m'approprier ce côté extrêmement ancien de ces fonctionnements, mais dans un statut et un rapport qui ne se sont dévoilés que depuis quelques mois et que j'essaye de m'approprier. Ce journal, en parler, en faire trace, justement, parce que dans l'aventure intérieure, si limitée qu'elle soit, il y a énorme nécessité d'en établir ces traces.